Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média. Nous sommes le jeudi 28 septembre 2023 au moment où nous tournons cette émission et demain aura lieu le 5e procès de mon invité. Elle est sociologue, militante féministe, antimilitariste et accusée à tort par le pouvoir turc d'avoir commis un attentat qui a fait 7 morts. C'était le 8 juillet 1998 au célèbre bazar égyptien d'Istanbul. 3 jours plus tard, celle que je recevrai ici dans quelques instants fut arrêtée avant d'être torturée par les autorités qui lui demandèrent de livrer les noms des personnes qu'elle a interviewées dans le cadre de ses recherches sociologiques. Rien à voir donc avec le dit attentat qui très vite s'est révélé n'être qu'une explosion accidentelle d'une bouteille de gaz. Malgré cela, la sociologue passera 2 ans et demi en prison et continuera des années durant d'être poursuivie dans cette affaire qui comptera 4 procès pour 4 acquittements. Le dernier en date est simplement annulé par la Cour suprême de Turquie en juin 2022, menaçant donc de nouveau l'accusé d'une condamnation à perpétuité une 5e fois. Exilée en France depuis 2011, citoyenne française depuis 2017, elle est depuis mars dernier placée sous le coup d'un mandat d'arrêt international intenté par les autorités turques qui exigent son extradition vers la Turquie pour un emprisonnement immédiat. Dans son dernier ouvrage, Le chaudron militaire turc, un exemple de production de la violence masculine aux éditions des femmes, Antoinette Fouque, elle persiste et signe, défiant la censure. Elle revient sur ses recherches sociologiques débutées en 2007 qui lui valent persécution judiciaire et menaces de mort depuis 25 ans maintenant, pour les élargir au contexte mondial néolibéral actuel, compressé entre la montée des nationalismes, des autocraties et le retour des guerres de contact. Mon invité pour ce nouvel entretien d'actu est Pinar Selek. Eh bien, bonjour Pinar. Bonjour à vous. Eh bien, très heureux de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui aux Médias. Alors, nous sommes rencontrés l'été dernier, vous vous souvenez, dans la montagne de Haute-Savoie. Ouais, des résistances. Exactement, le CRHA, le Festival des citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui, organisé chaque année sur le plateau des Glières, au lieu de la résistance française qui faisait face au nazisme allemand. Aujourd'hui, vous êtes perçue et décrite comme une figure emblématique de la résistance face à l'oppression des intellectuels, entre autres turcs. Quel regard vous avez sur l'image que vous avez chez les militants? Je ne sais pas, je ne réfléchis pas beaucoup là-dessus parce que la vie est très courte. Il y a beaucoup de choses à se concentrer. Et les images, ça peut être différent dans chaque milieu. Donc moi, je ne peux pas passer mon temps en réfléchissant sur cette image. Moi, je suis un tout petit point d'un grand tableau. Et dans ce grand tableau, il y a beaucoup de différentes expériences, mais moi j'ai beaucoup de chance parce que j'étais dans un contexte où j'ai beaucoup appris la solidarité, la complémentarité, etc. Mais malgré moi, cet acharnement m'a médiatisé et ma résistance est devenue très visible aussi. Et avec plein d'amis de moi, nous avons décidé de profiter de cette visibilité pour faire passer notre parole de façon plus forte. Un petit exemple, quand j'étais sortie de la prison, après 2 ans et demi, donc on voyait que j'étais innocente, etc. Il y avait plein de monde, mais les artistes, les chanteuses, mais pas politiques, mais par exemple, comme Sophie Marceau, Catherine Deneuve, français, mais en Turquie. Donc plein de gens comme ça. 2 mois, je n'exagère pas, 2 mois et demi après, avec toute cette solidarité, j'ai organisé une très grande voyage et rencontre au Diyarbakır, à l'est de Turquie, où il y a des Kurdes. On était à peu près 40 000. Et avec tous les personnalités connues, et je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez venir avec nous pour montrer que c'est pas ce qu'ont fait les hommes, ce qu'on propose des hommes. Il faut que nous proposons le dialogue, la compréhension, la discussion. Et nous sommes allés là-bas, nous avons planté des arbres pour dire que la paix, il faut le travailler. Et on a créé des débats énormes, etc. Donc moi, je suis pragmatique. Je ne réfléchis pas beaucoup comment je suis vue, etc. Mais dès que je vois qu'il y a une
porte ouverte. Il y a un intérêt médiatique, vous y rentrez et vous en servez. Vous dites que vous avez beaucoup de chance, mais quand même, je sais pas le mot qui me vient à l'esprit en retraçant un peu votre parcours. Du travail, certes, de la chance peut-être un petit peu moins. C'est quand même votre 5e procès. Demain, on est, je rappelle, le 28 septembre 2023. Demain, du coup, un procès qui a été repoussé de mars dernier à demain, le 29 septembre. Quel regard vous portez sur cette nouvelle procédure? J'ai plusieurs questions, déjà celle-ci. Quel regard sur cette nouvelle procédure? Comment vous prévoyez d'y faire face et qu'espérez-vous obtenir à la suite de ce procès? Dans nos dernières décisions de la Cour suprême, donc après 4 acquittements, sans avoir aucune preuve, sans avoir une question, on ne m'a même pas posé une question. Donc, moi, j'ai appris tout à la prison quand j'ai été arrêtée pour ma recherche. Donc, tout le monde sait à peu près en Turquie que c'est un film de science-fiction mal écrit, même pas bien écrit. Et tout le monde sait que, à peu près en Turquie que moi, je refuse de jouer dans ce film. Donc, je fais tout pour ne pas devenir l'actrice de ce film, même si on m'impose depuis 25 ans. Mais si vous voulez, donc je n'ai jamais essayé par exemple, ma plaidoirie au tribunal, c'était sur ma recherche, même s'il y avait des accusations, n'importe quoi. J'ai parlé de ma méthodologie que j'ai choisie dans ma recherche. On va en parler tout à l'heure, justement. Mais une autre recherche, c'était sur les Kurdes. Bien sûr, il y en a eu plusieurs. Et c'est mes avocats qui m'ont défendu au niveau criminel. Donc, je n'ai même pas répondu à leurs questions de façon... Et donc, maintenant, donc j'essaie de dire que il faut un autre film, mais nous écrivons notre film aussi. Parce que grâce à ce procès, il y a une solidarité énorme qui se propage comme le feu, mais un feu qui ne détruit pas, le feu qui donne la vie, comme l'eau, qui se propage comme l'eau, comme le feu, et qui se devient de plus en plus international. Et aujourd'hui, à Istanbul, les avions partent. Il y a plus de 100 personnes de partout en Europe ou dans différents pays, beaucoup de la France, sont à Istanbul pour participer à mon procès. Donc tout ça me donne beaucoup d'espoir, pas d'espoir, mais beaucoup de force pour continuer. Vous êtes sereine? Je suis sereine? Non, parce que, si vous voulez, je n'arrive pas beaucoup à penser à mon procès là, aujourd'hui. Il y a des années, il y a peut-être 15 ans, quand il y avait encore un procès, j'avais dit aux journalistes turcs, j'ai dit qu'ils ne pourront pas effacer ou voler mon sourire. Je le garderai. Mais aujourd'hui, je voulais bien vous sourire. Je suis contente de vous voir après le plateau des Glières. Mais je n'arrive pas à sourire parce que je suis sidérée. Parce que nous sommes témoins tous ensemble de la destruction d'un peuple. On parle des Arméniens. On parle des Arméniens. Et donc, en Arménie, une épuration ethnique continue. Et l'Azerbaïdjan continue ce que avait commencé la Turquie il y a 100 ans. Et ces deux pays, aujourd'hui, sont de plus en plus sûrs d'eux-mêmes sur le plan économique et stratégique. Et je vois les images et je me souviens, je me permets même de parler de Jean Jaurès il y a plus de 100 ans. Pour le coup. Et juste avant le génocide, quand les massacres contre les Arméniens avaient commencé, il avait attiré l'attention de tout le monde et il avait dit que l'humanité ne peut pas vivre avec, dans sa cave, le cadavre d'un peuple assassiné. Et dans le cave, il y a toujours cet cadavre et ça continue encore, même si il y a des très petites solidarités. Et moi, en tant que Turc, si vous voulez, quand j'avais découvert qu'est-ce que ça veut dire le génocide, parce que c'est difficile en Turquie de comprendre, prendre en conscience. Et la première chose que j'avais regardée, c'était quoi, vous savez, qu'est-ce qu'avaient fait les poètes, les musiciens que j'aimais beaucoup, qui ont vécu à cette période. Donc j'ai essayé de chercher leurs mots. Est-ce qu'ils ont parlé du génocide à cette période?
En général, je n'ai rien trouvé. C'était vraiment une grande déception. Il y a une vraie négation qui se poursuit aujourd'hui. On va en parler juste après. Mais j'aimerais finir quand même sur votre cas, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a une nouveauté quand même dans votre actualité judiciaire. Même si vous ne voulez pas faire partie de ce film, le film se crie quand même à côté de vous et vous en faites partie malgré vous. Oui. Ce mandat d'arrêt, ça vous concerne directement, même si vous n'y serez pas et on comprend pourquoi. Ce mandat d'arrêt international émis par le président du tribunal d'Istanbul qui ordonne à la France de vous extrader pour vous enfermer immédiatement. Le jour où vous avez appris cette nouvelle, donc en début d'année, en mars, comment vous avez vécu cette nouvelle? Et puis, deuxième question, la France, on sait qu'elle n'a pas réagi pour l'instant officiellement, mais est-ce que vous avez eu des contacts privés avec l'État ou avec les autorités? Alors, pour vous dire que donc, pour demain, je ne sais pas ce que ça va passer, mais on va continuer à continuer notre lutte de justice sans attendre beaucoup de choses très rapidement, parce que je ne veux pas vivre la déception, et nos amis aussi. Donc nous allons continuer. Et je vais juste faire cette parenthèse, après je vais répondre à votre question. Oui, le fait que il y a plein de monde qui va là-bas, et il y a plein de monde qui sont là aussi. Donc il se crée des convergences, ça crée des liens énormes. Plein d'actions qui sont mises en place. Par exemple, le mouvement LGBT, peut-être on va parler après. En Turquie, souffre beaucoup. Ils sont beaucoup sous la répression. Mais il y a beaucoup de groupes LGBT. Par exemple, Jean-Luc Romero vient de partir aujourd'hui à Istanbul, adjoint maire de la ville de Paris. Oui. Et il est rendez-vous avec le mouvement LGBT pour le soutenir, pour les luttes en Turquie. Vous voyez, donc il y a plein de choses qui se tissent autour de ça. Mais... Comme vous avez dit, en turc, il y a une expression, je ne sais pas si vous savez, le feu brûle là où il touche. Les autres, peut-être, ça peut le chauffer. Oui, bien sûr. Mais ça fait mal là où il touche. Voilà, et donc, ça me touche. Quand moi, je suis co-responsable de l'Observatoire de migration, juste pour un exemple, co-responsable de l'Observatoire de migration dans les Alpes-Maritimes. Donc, mon travail, c'est beaucoup en Italie, à Ventimille et Nice, Menton, etc. Et je suis invitée toujours là-bas et j'ai plein de livres en Italie, mais dans plein de pays. Mais je veux juste dire que l'Italie, c'est une demi-heure de chez moi. Et vous vivez à Nice? Je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas continuer mes recherches, je ne peux pas... Vous êtes bloqué en France? Je suis bloquée en France. Vous êtes exilé ici, je suis bloquée en France, mais quand j'apprends toute cette nouvelle... Voilà, ce mandat d'arrêt international. Le mandat d'arrêt international, etc. Je vis de différents sentiments en même temps. Je dis, c'est bien, tu persistes, ça continue à déranger, donc tu es dans le bon chemin, tu touches à des points sensibles. À des points sensibles, mais moi j'aime bien les points sensibles déjà. Et après, je dis... mais comment je vais faire? Donc c'est assez... c'est ambivalent. Je ne suis pas une femme de courage, je suis une personne normale. Et si vous avez lu mes autres livres, peut-être vous allez voir, je suis une personne qui se met en question tout le temps. Toujours, je me pose des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Par exemple, parce qu'ils sont arméniens, il était publié. Et après, j'ai fait une postface pour le prochain... publication, et j'ai mis en cause ce que j'ai dit. Donc je suis toujours en pleine réflexion. C'est partie de la science, même la vôtre finalement, de se questionner et d'avancer évidemment. Mais du coup, pour finir cette question-là, on sait que la France n'a pas réagi sur ce point-là. Oui. Je voudrais savoir si vous avez eu un lien avec les autorités françaises. Moi, je n'ai pas eu un lien, mais pour vous dire que la ministre d'Affaires étrangères, Madame Colonna, elle a fait plusieurs déclarations au Sénat vis-à-vis des députés aussi, et tout ça s'est publié sur le site officiel, et elle dit ouvertement que la France va continuer à me soutenir. Et elle dit que ce mandat d'arrestation international entrave le travail de Pınar Selek. Donc, il y a une position... Donc, vous sentez soutenu, ça va? Moi, je suis soutenue plutôt, si vous voulez dire, par mon université, par mes collègues, par mes amis féministes, par la LDH, par tous les militants, par les mairies, par que je suis citoyenne d'honneur, par les associations disciplinaires, par mon syndicat Cinesub. Donc, par tout le monde, tout va bien?
C'est-à-dire, non, Parce que là, surtout si vous par me la permettez- société civile, par, voilà. par ceux qui... mais ça, c'est pas juste une déclaration. C'est des associations, c'est des organisations que je fais partie, Bien sûr. que je milite ensemble, et planning familial, plein d'organisations, mais qui sont pas juste écrits d'émotion, qui participent à l'organisation des solidarités, qui prennent de moi la charge mentale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut diffuser? Il y a un soutien actif, vous voulez dire? Très actif. Et même, je ne peux pas vous dire soutien, Jamil, c'est plus que soutien, c'est une lutte commune. Donc, je suis dans une lutte commune. Je me sens faire une petite partie d'un corps collectif. Le fameux tableau que vous disiez tout à l'heure, qui est immense, on en reviendra, j'aime beaucoup l'image. Néanmoins, pour clore ce premier chapitre-là, il y a quelques jours, le 25 septembre, dans Le Monde est paru une tribune. Son titre, c'est « Pour que Pinard Select recouvre une liberté de création, de recherche et d'action politique pleine et entière », signé par un collectif, vous le savez, d'autrices, d'éditrices, de poètes et autres éditeurs et libraires. Et ils et elles écrivent, je cite cette phrase, ça m'avait titillé l'esprit, « La nationalité française qui lui a été accordée, à vous en 2017, ne la protège pas pleinement comme elle le devrait ». Alors, est-ce que vous partagez ce constat-là? Et si oui, pourquoi? Parce que... moi, je n'ai pas pu quitter la nationalité turque. J'ai double nationalité. Et comme vous avez double nationalité, si une des pays vous demande à cause de votre nationalité, je ne peux pas aller en Italie. C'est pas par rapport à la nationalité française, mais par rapport à mon nationalité turque. Et si j'avais une statut réfugié politique, cela me protégerait plus parce qu'il y a la Convention de Genève et dans l'Union européenne. Le pays ne peut pas extrader un individu qui a une statut de réfugié dans un pays. Ce qui n'est pas votre cas. Moi, je ne suis plus réfugiée. Voilà. Je suis française, mais aussi donc j'ai beaucoup de menaces, donc comme plein de personnes qui travaillent avec moi le savent. Mais par exemple, je dois dire que je ne peux pas me plaindre tout le temps parce que mon université m'a accordé une protection fonctionnelle. Donc, toutes les menaces que je subis et aussi l'acharnement, donc dans le texte, cadre judiciaire, etc. Ils disent que ça a un lien avec son travail de recherche et donc c'est reconnu. Et je pense qu'il ne faut pas nier tout ça. On le reconnaît, on le voit. Mais du coup, vous dites que vous recevez des menaces. Je sais, des menaces de mort régulièrement. C'est lourd à porter, mais c'est pas tant là-dessus qu'on va s'attarder. Mais le contexte français qui est un peu particulier. Rappelons que à Paris ont été assassinés 6 Kurdes. Les derniers, c'était le 23 décembre 2023. Pardon. Est-ce que dans ce cadre-là, la responsabilité, pour beaucoup de personnes, sans preuve encore jusqu'à maintenant, est incombée au loup gris, cette organisation armée ultranationaliste turque? Est-ce que vous vous sentez visé par ces personnes ou en danger aujourd'hui en France dans ce cadre-là? Alors, cette mouvance n'est pas une organisation même. C'est pas une organisation. C'est plutôt une mouvance parce que le loup gris, c'est une Russie imaginaire de l'extrême droite turque, si vous voulez. Armée, il faut le dire. Paramilitaire. Et organisé. Voilà, oui, paramilitaire et très lié aux mafias. Et ils pensent que comme Romulus, c'est les loups qui les ont allaités. Donc, c'est leur récit commun. Mais il y a plusieurs types d'organisations. Donc, c'est pas une organisation homogène. Mais présente en France, dans toute l'Europe, qui bouge beaucoup, on le sait. Mais moi, je suis très menacée par l'extrême droite turque, disons, et les loups solitaires répondent à ces menaces. Ils disent, oui, on a compris, on a pris le message. Donc, vous voyez, donc, c'est un réseau. C'est un réseau plus qu'une organisation. Oui, et dans mon dernier livre, donc, Le chaudron turc militaire. On en parlera juste après, oui. J'analyse pas seulement ce mouvement, mais la paramilitarisation, le processus de paramilitarisation en Turquie et surtout comment les mafias, les organisations de ce type ont pris beaucoup de place dans l'économie, mais à la fois dans l'organisation de la violence et légitimité. Et justement, l'année 2023, celle que l'on vit en ce moment, est particulière pour beaucoup, mais pour vous particulièrement. Vous êtes de nouveau poursuivi par la justice turque, placé sous mandat d'arrêt international. Vous publiez cet ouvrage, Le chaudron militaire turc aux éditions des femmes, qui sortira bientôt, bien sûr, dont on parlera tout à l'heure, qui est central dans votre combat. On va s'attarder sur plusieurs questions en fin d'entretien. Et tout cela, la même année des 100 ans
de la Turquie moderne. C'est d'ailleurs la une que je vais vous montrer à l'antenne, la une du Monde diplomatique, je ne sais pas si vous l'avez vu, du magazine Manière de voir. 1923-2023, le siècle turc. Vous qui avez mené des recherches sociologiques, qui sont d'ailleurs au cœur de tout ça, qui vous a plongé dans cette persécution depuis 25 ans, tous ces ennuis, sur ce que vous avez appelé, ces recherches, les mécanismes des violences, le mot revient, structurels, qui façonnent l'ordre social et politique de la Turquie, c'est-à-dire, pour vous, le génocide des Arméniens en 1915 et les massacres de milliers de Grecs et de Kurdes. Qu'est-ce que vous cherchez encore aujourd'hui à démontrer, en fait, en reprenant le même récit, en vous rebasant de nouveau sur les mêmes travaux qu'à l'époque? Qu'est-ce que vous cherchez à démontrer aujourd'hui? Je veux dire, au-delà de votre innocence, là on passe à autre chose. Je vois que vous avez appétit à le faire, plus que de parler de vous d'ailleurs, de parler de votre combat, et c'est ça qu'on va faire maintenant. Au-delà de votre cas personnel, en somme, quelle est la nature en fait de votre combat aujourd'hui et son message, s'il doit être résumé en quelques mots? Oui, surtout, comment c'est possible? Donc, on peut expliquer les choses par les rapports sociaux, ça c'est une partie. Et on peut expliquer avec l'histoire, avec le répertoire collectif, etc., qui est très important. Mais tout est multidimensionnel. Et il faut aussi répondre à la question comment c'est possible et quelle forme prend ce type de violence et qui se passe, comment c'est renouvelle. Si on oublie que ces mécanismes sont dynamiques, on ne peut pas les saisir et on ne peut pas on ne peut pas lutter contre non plus. Donc moi, ce que j'essaie de faire, comprendre, d'abord, j'ai ajouté la dimension capitaliste sur ce processus. Bien sûr, dans ce livre. Et après, j'ai commencé à montrer, surtout avec la mondialisation de l'économie néolibérale, qu'est-ce qui change, comment les dispositifs se transforment. Donc, j'ai commencé à montrer que les lieux d'enfermement, comme service militaire, etc., ça devient de moins en moins important. Et comment l'économie se transforme, devient informelle. Bien sûr, ouais. Et plein de structures mafieuses qui prennent beaucoup de place. Donc, j'ai commencé à montrer ça. Et le démantèlement de l'État, mais la reconstruction de plusieurs structures armées, même des associations politiques qui créent des structures de sécurité, mais il y a plein d'hommes armés. Comment les hommes s'arment? Et si on ne suit pas ce processus, on est désarmé. Donc moi, j'essaie de... Pardon? Voilà, sans vouloir faire de jeu de mots sur la question des armées. Mais c'est intéressant que vous dites à l'instant que pour se saisir des choses, il faut comprendre qu'elles sont en action, que les choses sont en mouvement. Hein, c'est ça. Tout à fait. Que l'histoire n'est pas figée. Il faut voir que c'est dynamique. C'est dynamique, c'est le terme. Et il faut avoir une réflexion toujours dynamique. Et justement, en parlant de ce siècle turc, très très intéressant, tous ces papiers contenus dans ce magazine, même en général cette histoire, la Turquie est un pays jeune, en vrai. Hein, on peut le dire, tout du moins la nation moderne turque est un pays jeune et pourtant très dynamique, très rythmé, j'allais dire, par des coups d'état militaires en 60, en 71, en 80. En 80, d'ailleurs, votre propre père est allé en prison pendant 4 ans et demi. Et le dernier coup d'état, cette fois avorté, en 2016, Erdogan commandite une purge à l'échelle de tout le pays, 3 mois d'état d'urgence, c'est le mot que je cherchais. Et puis aussi cette annonce à ce moment-là que la Turquie va temporairement déroger à la Convention européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce que tout ça, cette histoire quand même très liée aux militaires, et c'est le sujet aussi un peu central, même si je pense que le sujet central chez vous, c'est la violence, on va revenir après. La violence structurelle. Qu'est-ce que raconte du pouvoir turc, selon vous, tout ce rythme très lié aux militaires, très lié au coup d'état militaire sans arrêt dans ce pouvoir? Qu'est-ce que ça raconte? D'abord, ça raconte une continuité. Donc, on le voit comme une nation jeune, oui. Mais la construction de la nation est commencée bien avant de la création officielle de la République. Et donc, dans ce processus est très, très violent. Donc, c'est un bon exemple comment la construction d'une nation peut être violente et comment ça peut s'appuyer sur une purge ethnique. Comment ça peut devenir une catastrophe pour les autres qui ne veulent pas entrer dans ce cas. Et en Turquie, nous avons vécu, nous avons une
héritage très, très, très douloureux qui continue à être très présent aujourd'hui. Donc, c'est un héritage de l'Empire ottoman, mais comme la Turquie a pris aussi une partie de cet héritage, donc il le soutient, il le garde, il l'utilise aussi. Donc, comment, quand on ne fait pas un vrai travail sur le passé, quand on ne réfléchit pas sur ce qu'on avait fait, quand on ne regarde pas avec les yeux comme ça au trou noir qui existe dans les sociétés, chaque pouvoir qui vient va utiliser ces peurs collectives. Parce que dans l'histoire turque, il y a beaucoup de compromissions collectives. Beaucoup de compromissions collectives, ça veut dire quoi? C'est pas l'État qui est juste coupable. Il y a beaucoup de culpabilités collectives. Donc, il y a beaucoup de non-dites. Et c'est dans ce contexte, même la gauche, même les opposants ne peuvent pas vraiment s'en sortir parce que c'est difficile de se déconstruire. C'est la composante du pays. Il faut composer avec le passé. Tout à fait. Donc, à mon avis, c'est très important. Et le truc militaire, maintenant, qui devient paramilitaire, mais c'est militaire toujours, bien sûr. Ça fait partie du nationalisme turc, mais qui n'est plus un nationalisme classique de l'époque, qui est devenu, donc qui a pris maintenant, avec le gouvernement, c'est pas nouveau, depuis 20 ans, le gouvernement, ça a pris un caractère islamo-nationaliste. Il a pris, parce que les kémalistes refusaient l'Empire ottoman, il avait créé un autre nationalisme à l'occidental. Bien sûr. Mais maintenant, donc ça n'a pas beaucoup marché, et maintenant, le gouvernement a décidé de prendre un nationalisme ottoman. Un nationalisme ottoman, donc tu n'as pas besoin d'être une turque de Moyen-Orient, donc c'est pas important ça, mais un nationalisme ottoman, ça veut dire que ça défend aussi tous les massacres qui étaient faits dans l'Empire ottoman et qui continue ce projet avec les nouveaux dispositifs. Vous faites un lien, vous, entre, là, je parlais de purge tout à l'heure, en 2016, il n'y a pas eu de purge comme ou des pogroms, comme il y a eu le cas avec les Grecs par le passé, mais aussi les Arméniens et les Kurdes aussi. Et les Alévis aussi. Et les Alévis aussi. Est-ce que vous faites le lien, tout du moins dans la mécanique de la chose, avec cette purge de plusieurs mois des intellectuels dans le secteur privé, dans les médias, dans l'enseignement, des gens en prison par centaines, par milliers en 2016. Est-ce que vous faites un lien? Il y a toujours un lien. Dans ce livre, j'essaie de montrer ce lien, si vous voulez. J'essaie de montrer les mécanismes de la banalisation des violences collectives, pas seulement des violences individuelles, mais des violences collectives, et comment ça peut devenir normal, habituel. Donc, ce que je vais essayer de comprendre, ça. Et ce n'est pas des monstres qui font ça. C'est pas des monstres, comme avait dit Hannah Arendt pour Eichmann, c'était un homme de tous les jours. Mais nous devenons cela, en fait, effectivement. D'ailleurs, vous creusez dans votre livre comment on en vient là. Je vais en venir, justement. Oui, mais aussi, il y a une culture, un répertoire politique en Turquie qui crée une habitude à tous ces types d'actions, et ça devient normal. Les pogroms deviennent normal. Parce qu'on a vu il n'y a pas longtemps, un groupe de football du côté kurde de Turquie, donc Diyarbakır, Ahmet, il vient en déplacement dans une autre ville et l'extrême droite organise une vraie purge, c'était purge, je dis. Un accueil musclé, enfin tout du moins. Non, plus c'est comme une répression. Pogrom. C'est comme une pogrom parce que il y a aussi les soutiens qui viennent avec eux, et ils les ont blessés, ils les ont cassé les têtes, etc. C'était incroyable. Et donc, ça devient, vous dites qu'effectivement, on l'a vu pendant l'élection présidentielle. C'est dans le répertoire politique, social. C'est normalisé en Turquie, cette chose-là. D'ailleurs, cette Turquie qui, vous dites, n'est pas jeune, mais à la fois l'État turc l'est. C'est très intéressant d'ailleurs de rappeler que la République de Turquie aujourd'hui a été inspirée à sa création en 1903 par la France, la République française. Alors fête donc son premier siècle d'existence, c'est une nation qui se veut forte aussi aujourd'hui. Elle le peut sur bien des terrains en vrac. Elle apparaît régulièrement comme zone tampon, retenant le flux migratoire syrien et environnant.
par rapport à l'Europe occidentale. Elle est aussi en jonction géographique des mondes occidentaux et orientaux, de par sa situation géographique. Elle est aussi membre important de l'OTAN, etc. C'est en vrac, je le disais. Nous savons aussi que la Turquie actuelle souhaite s'approprier une partie de la mer Égée, appartenant à la Grèce, mais aussi faire un pont maritime avec son projet Patrie Bleue avec la Libye, dans l'objectif de s'emparer de champs gaziers en mer, ou encore cette volonté de continuité avec, vous l'avez nommé tout à l'heure, l'Azerbaïdjan face à l'Arménie, pour se rapprocher un peu plus, on l'imagine et on le sait quasiment, des pays turciques. Alors plusieurs questions dans tout cela, hein. On va essayer de faire rapide, mais j'aimerais vous entendre quand même sur cette question géopolitique. Ces questions, est-ce que pour vous, il y a de nouveau, on parlait de l'Empire ottoman tout à l'heure, un projet, une volonté, consciente ou pas, d'extension d'un certain nouvel empire turc aujourd'hui? Oui ou non? C'est-à-dire, oui, c'est ouvert. On peut se poser la question. Non, c'est ouvert. Donc, ils le disent, les membres du gouvernement le disent ouvertement, ils ne le cachent pas. Ils disent, on va continuer l'histoire de l'Empire ottoman, mais ils le disent ouvertement. Mais il y a une petite différence. Je vais juste souligner 2 points importants. Ce gouvernement, les personnes qui sont, ces politiques qui sont dans ce gouvernement, ont un nationalisme ottoman. Quand je dis ça, c'est un nationalisme qui n'est pas limité avec les frontières de la Turquie. Donc, c'est transnational. D'où le côté turcique. Pas seulement, musulman. Donc, on va y venir. Je finis ma phrase parce que vous avez parlé longtemps et bien sûr. Moi, il faut que je vous réponde. Bien sûr. Et premièrement, il y a une forme d'organisation de confrérie. Donc, par exemple, Nakshibandi, le gouvernement fait partie de cette organisation de Nakshibandi. Vous pouvez trouver dedans Qatar, vous pouvez trouver dedans le Barzani, le leader d'une des groupes des Kurdes là-bas. Et ces confréries ne sont plus des organisations juste musulmanes, de croyances, ils sont devenus aussi des organisations transnationales, économiques et politiques. Et tout se passe entre eux. Donc même les conflits entre la Syrie et Qatar, etc. Donc il y a la mondialisation de l'économie qui se met en place. Et il y a des luttes de partage, comme il y avait la lutte de partage à l'époque du colonialisme. Donc maintenant, il y a ça, et la Turquie, il est en plein dedans, mais dans des structures très transnationales. C'est pas que turc, c'est très transfrontalière, ces organisations. Donc il y a à la fois l'islam, à la fois le turc, donc il réunit les deux. Premièrement ça, et deuxièmement, je veux vraiment le dire, ce gouvernement sont des acteurs de la mondialisation de la région. Alors, depuis une dizaine d'années, tout ce qui s'est passé, toutes les nouvelles constructions qui se sont mises en place, moi, je l'ai expliqué il y a 3 ans, 4 ans. Oui, parce que le gouvernement s'appuie sur une bourgeoisie de promoteurs immobiliers, etc. Ça, c'est vrai. On dit les tigres anatoliens. Donc, c'est une bourgeoisie un peu plus conservateur, plus anatolien. Donc, je l'expliquais comme ça. Mais on vient de voir que non, c'est plutôt tous les canaux qu'ils ont ouverts. Et par exemple, les États-Unis veut créer une autre. Il y a des luttes, des chemins ou des canaux entre la Chine, les États-Unis, etc., entre les multinationaux aussi. Donc la Turquie propose d'être le centre, bien sûr. Mais un endroit de dépôt, un endroit de passage, etc. Trafic, ouais. Mais il a construit des tunnels sous les mers, sous le Bosphore, et personne n'a compris pourquoi. Ils ont construit une immense aéroport très loin de la ville, et personne n'a pas compris. Un des plus grands du monde. Donc tout ça, c'est très lié aux accords avec les multinationaux. C'est pour cette raison-là, Elon Musk a visité Erdogan directement et pour faire des choses ensemble. Voilà. Donc, on est face à une force à la fois néoconservateur, à la fois néolibérale et à la fois transfrontalière. Et justement, dans votre livre, il y a un mot que je n'avais jamais vu ailleurs, tout le monde une contraction de 2 mots qui m'a aussi attiré. Vous dites que le système politique turc use d'un langage, et je vous cite, mystico-religieux. Est-ce que c'est de ça dont vous parlez à l'instant un peu? Qu'est-ce que ça veut dire et dans quel objectif? Ça veut dire quoi, mystico-religieux?
Je crois que dans tous les récits nationalistes, il y a un peu ça. Mais donc, il y a toujours un mensonge, j'allais dire. Le récit national. Le récit national, un peu des histoires dedans qui montrent qu'il y a quelque chose de sacré dedans. Donc, pour créer la sacralité, on a besoin de mystifier parce qu'il faut arrêter la discussion. La sociologie démystifie. La sociologie désacralise. Pas seulement la sociologie, les sciences sociales et toutes les sortes de réflexions. Donc, on est en général l'extrême droite en France. Donc, il y a un anti-intellectualisme très, très fort. Parce que poser des questions, creuser les choses, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mystifier, il faut sacraliser, etc. Donc, il y a ça. Mais. Qu'est-ce qui est particulier à la Turquie aujourd'hui? Nation. Il ne faut pas discuter la nation. Nation, c'est quelque chose comme le Dieu. En général, on croit que c'est la religion qui est plus dangereuse en Turquie, mais le vrai maladie en Turquie, c'est le nationalisme. Et la nation, c'est le Dieu. On vous explique comme ça. Moi, vous n'avez pas vécu en Turquie, vous avez grandi en France. Moi, j'ai été dans les écoles primaires et tous les matins, on était sur le rang, on chantait l'hymne national et quelqu'un nous criait mon corps soit cadeau à la nation tous les matins. Vous imaginez? J'imagine. Donc, c'est militarisation de la société, pas seulement par les services militaires, mais aussi par les écoles, tous les jours. Et quand vous commencez à réfléchir, mais est-ce qu'on peut discuter? Et vous devenez vraiment un ennemi de la nation. Un ennemi de la nation, je peux dire diable. Rapidement, en quelques instants, là, vous me dites que la religion n'est pas forcément le problème. Si, mais du coup, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que... Parce que rappelons encore une fois que la République turque, officiellement créée en 1923, est calquée un peu sur celle française, donc laïque. Mais à travers le pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une régression sur ce point-là? Est-ce que la Turquie est en train d'être islamisée par le pouvoir turc aujourd'hui, selon vous? Beaucoup le disent. Je me fais la voix de ces personnes. Oui, la laïcité en Turquie n'était jamais le cas comme la France. Tout à fait. Parce que comme la construction de la nation turque était basée sur l'islam, comme c'était basé sur la destruction des Arméniens, des Grecs, et aussi sur l'accueil des communautés islamisées de Balkan et de Caucase, et on les a dit, vous êtes tous turcs, heureux à ce que dit je suis turc. Donc l'islam était très important. Et c'est pour cette raison-là, l'État a toujours voulu contrôler ce champ religieux. Et par exemple, les imams, depuis le début de la République, étaient des fonctionnaires de l'État. Ce qu'ils vont dire aux mosquées, ce n'est pas le cas en France. Donc, c'était toujours contrôlé. Et après, quand les mobilisations ont commencé, à partir des années 60, des mobilisations sociales ont commencé. Et tout d'un coup, nous avons vu surgir plein de groupes islamistes qui sont soutenus par... On a prouvé tout ça. Il y a eu plein de projets par l'armée turque. Comme les États-Unis faisaient dans la région. Donc, et moi, je me souviens quand on était... le coup d'État 80 est arrivé par les militaires qui se disent laïcs, les cours de la religion, mais apprendre en arabe partout, toutes les prières, était devenu une obligation dès l'école primaire. Donc, c'est pas comment c'est maintenant. Surtout les confréries à l'époque, surtout à partir des années 80, sont rentrées dans le champ politique, économique, etc., de façon très importante. Donc, ce nouveau gouvernement n'est pas tombé du ciel. Il est vraiment le fruit de cette transformation. Mais ce qui est changé, ce qui est très important, il y a beaucoup une grande facilité de le faire. Et il y avait quand même quelques tabous. Maintenant, il n'y a pas ça. Par exemple, il y a plein d'écoles primaires et des écoles privées. Mais je crois que c'est 700, non 1000, mais qui sont des grandes écoles. Et c'est surtout dans l'Anatolie centrale. Et ils ont beaucoup d'étudiants, élèves, des petites, et toutes les filles sont voilées. Donc, vous imaginez, peut-être il y a des milliers d'élèves comme ça, et qui sont, depuis 20 ans,
pas depuis 20 ans. Depuis 10 ans, il y a toujours des nouveaux élèves qui finissent ces écoles. Donc, le fait que ce gouvernement de Erdogan, il a gagné les élections parce qu'il il avait construit, il avait créé sa population aussi. Donc, il a créé son électorat, vous dites? Oui, et aussi les télévisions, par exemple, vous m'avez parlé de l'Empire ottoman. Oui. Moi, je n'ai pas de télévision, mais comment dire, il y a beaucoup de discussions et tout le monde me raconte des séries télévisées. C'est que des histoires de l'Empire ottoman, c'est plein d'histoires. En même temps, l'Empire ottoman, en même temps de Mohammed, des choses comme ça, et en même temps, plein d'histoires de Genghis Khan, Oghuz Khan, des anciens que ça façonne Turcs, le récit, encore une fois. ottoman, nationaliste, voilà. Donc, on est dans une période comment on dit, c'est très difficile de retourner en arrière parce que la construction a duré un moment. Et ce n'est pas facile de changer le gouvernement, de changer des choses, parce que c'est structuré. Il faut voir le côté structurel Bien des sûr, choses. Bien sûr, comme vous dites, nouveau gouvernement avec un petit sourire, c'est parce que, comme vous disiez, la Turquie n'est pas neuve non plus, le gouvernement non plus, il découle de son passé, évidemment, on le comprend tout à fait. Oui ou non, est-ce que vous, là, en vous entendant, la Turquie aujourd'hui va vers plus d'obscurantisme ou pas? Oui ou non? Oui. Voilà. Question suivante. Vous êtes exilé en France depuis 2011, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire 12 ans, vous êtes ici. Tout à l'heure, vous avez dit le terme bloqué, je suis coincé, je suis en France. Je me fais l'avocat du diable, évidemment. C'est une partie de mon travail, on pose cette question. En une décennie, plus, 12 ans, les choses changent beaucoup. Est-ce que votre analyse de la société turque tient-elle encore aujourd'hui, alors que vous n'y êtes pas? Très bonne question. J'y suis, si vous voulez. Si demain, vous allez devant mon procès, vous allez voir tous mes amis, tous les groupes que je fais partie, qui sont très, très actifs là-bas et qui sont en plein là-bas. Et si vous regardez juste Twitter et vous regardez plein de jeunes qui partagent beaucoup de choses, vous allez voir que j'y suis aussi. Mais je ne suis pas une actrice, mais on n'a pas besoin de vivre dans un pays pour voir les grands traits de la situation politique. Moi, je peux vous parler de l'Italie aussi. Donc, on n'a pas besoin d'y aller physiquement aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir... non, si, ma famille sont là, on se voit tous les jours. Donc, vous pouvez travailler, mais vous pouvez rester à la maison 2 ans à Istanbul pour vraiment écrire quelque chose par rapport à ce que vous avez vécu. Mais si vous suivez de près, et si vous avez des contacts tout le temps, si vous participez à des débats, si vous participez à des réunions, je suis toujours par Zoom dans des réunions, donc je vois ce qui se passe. Mais il y a des choses que je ne vois pas, je ne vois pas tout. Mais il y a des choses que je peux analyser et voir. Même à distance, comme par exemple là, rapidement aussi, on parlait de la Turquie tout à l'heure, de son évolution, etc. On sait que, j'allais dire, le monde occidental perd un peu en influence, on parle beaucoup sur ce plateau de ces questions-là dans le monde. Est-ce qu'on peut imaginer que l'empire oriental, tout du moins turc, comme on aimerait le décrire depuis tout à l'heure, puisse en tirer parti? Est-ce que les Turcs, la population a un ressentiment envers l'Occident? Enfin, ça, est-ce que vous arrivez à le sentir ou pas du tout à distance? Enfin... Alors, d'abord, je voulais bien vous dire qu'il n'y a pas une population turque, comment dire, homogène. C'est bien de le rappeler. Et aussi, il faut dire que dans cette population, il y a à peu près 100 000 personnes sont en prison. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas parler. Et il y a ceux qui osent. Et il y a une diaspora très importante qui continue à augmenter tous les jours. Donc voilà. Et tous les médias sont devenus pro-gouvernement, les autres sont fermés. Et même un journaliste même pas militant, qui a parlé du leader kurde, il dit que dans ces conditions de prison, il a questionné quelque chose. Le soir, il a mis en prison. Donc voilà, dans ce contexte-là, comment on peut parler du ressentiment de la population contre l'Europe? Il y a les ressentiments de quelques groupes, peut-être quelques groupes politiques, mais ces ressentiments, c'est pas l'ordre psychologique, c'est plus, il y a des négociations.
Et peut-être que c'est même pas le sujet en vrai, vu qu'ils ont d'autres choses à. Je suis d'accord. D'autres chats à fouetter. On va finir notre entretien. Il y a encore quelques questions, notamment sur votre livre que j'ai adoré, vraiment, je conseille. Il n'est pas encore sorti, il sort dans quelques jours, je dirais le 5 octobre prochain, c'est ça ? Oui. Dans les librairies, toutes les bonnes librairies. Alors, le chaudron militaire turc, il intervient 15 ans après la parution de Devenir un homme en rampant. Sorti en turc cette fois-ci, édité après en France, etc. Mais il y a 15 ans, du coup, véritable succès en Turquie. À l'époque, il y a même eu des adaptations sur scène, etc. Mais qui vous a coûté les problèmes lourds que vous connaissez encore aujourd'hui. Alors, pourquoi ce nouveau livre ? En quelques mots, quel était le déclencheur ? Pourquoi revenir là-dessus aujourd'hui ? Parce que à cette période, j'avais pris juste quelques dimensions de ce sujet de la violence structurelle. Et donc, j'ai élargi le cadre et j'ai essayé de montrer d'autres dimensions, comme je vous ai dit, économiques, etc. Et j'ai voulu aussi réfléchir avec d'autres contextes. Est-ce que cet exemple parle avec d'autres situations, etc. Et je voulais montrer le caractère dynamique de ce processus et qu'est-ce qui se passe maintenant. Donc, je crois que ça peut être une clé pour comprendre ce qui se passe maintenant en Turquie et dans le monde, même bien les violences policières en France, parce que je mets un peu l'histoire, mais beaucoup aujourd'hui. Et l'édition de cet ouvrage-là, et de votre travail en général, on l'a compris depuis le début en discutant ensemble, permet à la justice turque, au pouvoir turc, à une partie aussi de la population turque, de vous coller l'étiquette de terroriste. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de terroristes en Turquie. Il y a beaucoup de poètes, beaucoup d'écrivains, beaucoup de personnes, des artistes, beaucoup. Maintenant, ils disent le mouvement LGBT, juste après l'élection d'Erdogan. La réélection. Réélection d'Erdogan, donc il n'y a pas longtemps. Oui. Et il y avait la foule qui l'applaudissait. Il a crié, mais gravement. On va nettoyer de la population des homos. Homo, il a dit. Pour lui, homo, ça veut dire LGBTIQ+, etc. Toutes les dimanches, ils organisent des rassemblements et ils distribuent la soupe. Et en disant que nous voulons une société propre. Donc voilà, et dans ce contexte qui vous disent terroriste, sorcière, etc., on le garde comme une médaille sur notre... Je comprends tout à fait. Du coup, ce livre n'est pas sorti en Turquie ? Si, donc, mon premier travail, Devenir un rampant, il est sorti en Turquie. Mais celui-ci, le chaudron militaire turc, c'est aussi, je peux dire, à peu près vous l'avez écrit en français. Mon seul livre, mon premier livre que j'ai écrit en français. Et je voulais vraiment faire cet exercice, parce que j'enseigne en français, je fais des recherches en français, etc. Donc j'ai dit, je peux arriver à le faire, et j'ai fait. Mais là, mes livres, c'est moi qui vais traduire, je pense. Et je peux le faire parce que l'État turc a une politique un peu bizarre vis-à-vis de moi. Et je n'avais pas compris au début très bien parce que tous mes livres sont en vente. J'ai 12 livres en Turquie à peu près. Et pourtant, vous êtes... Même mon livre sur le service militaire, il y a des lois en Turquie. Critiquer le service militaire... Jusqu'à 2 ans de prison. Oui. Et moi, quand je fais quelque chose, il ne touche pas. Vous l'expliquez comment ? Et je crois que plein de gens m'ont dit ça, mais je crois que c'est vrai. Ce qu'ils font, chaque fois que je fais quelque chose, je sors un livre, je sors une parole, etc., le procès continue. Donc, c'est plutôt le film de rôle continue. Mais je crois qu'ils pensent que je suis devenue très populaire, surtout en Turquie. Et s'ils touchent à mes livres seront plus importants. Donc, j'aurai des prix dans l'Europe, etc., etc. Et ils veulent plutôt me criminaliser. Donc, ils ont choisi pour moi une méthode comme ça. Donc, je peux le sortir facilement. Du coup, vous le souhaite, vous nous tiendrez au courant. Alors, dans ce livre, vous y décrivez votre méthodologie, une de vos méthodologies de recherche, la difficulté aussi d'être une femme dans ce contexte, dans ce travail qui vous pousse peut-être encore maintenant là-bas. Enfin, pour vous n'êtes plus, mais à l'époque, de travailler avec des collègues masculins pour pouvoir atteindre des personnes et faire votre travail. Aussi, votre souci à déceler, et c'est intéressant, la rationalité dans les témoignages recueillis à l'époque. Et puis vient cette phrase que je vous cite: « Ces hommes simples s'appropriaient le discours dominant afin de décrire leur propre histoire
du coup personnels. C'est ainsi qu'ils devenaient des sujets masculins en sélectionnant ce qu'il faut se souvenir et ce qu'il faut oublier. Expliquez-moi en 2 mots ou en 3 mots. Allez, 4. Allez, 4. Et j'ai vu qu'il y a quelque chose de très important parce que c'est moi qui écoutais tous les entretiens. Et j'ai vu que ces personnes, en même temps, c'est très banal ce qu'ils disaient toujours parce qu'ils disaient j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais en même temps, on voyait qu'il y a des stratégies de pouvoir. Il y a une rationalité de pouvoir qui sort très, très fortement. Voilà, j'ai vu la rationalité de pouvoir. Donc, comment ces hommes deviennent des sujets de violence de façon vraiment très banale, en même temps en recevant des coups, mais toujours en disant que comment je vais trouver ma place. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, dans ce livre, on le comprend, la mécanique. Hein, le fait que les personnes, comme je pense que c'est le cas dans plein de pays, hein, finalement, hein, on ne devient pas un homme ou une femme librement libéré de tous les carcans. Non. Au contraire, et vous l'expliquez très bien, vous y consacrez dans votre bouquin une part importante à la place de l'homme dans la société turque et de fait à la cause des femmes aussi. Hein, est-ce que c'est un livre féministe ? Bien évidemment, un féministe. Vous l'êtes un féministe, mais bon. Non, je me suis appuyée sur beaucoup de travaux féministes, je me suis appuyée sur les théories féministes, et pour aussi montrer que c'est pas, le féminisme ne questionne pas seulement les femmes, questionne les rapports des femmes et des hommes, les constructions sociales et des genres, et montre surtout les liens entre le privé et le public, et comment les différentes structures participent à la construction de genre. Donc ça, c'est un exemple. Il n'y a pas que moi qui fais ça. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, au centre de votre réflexion, il y a un ingrédient. Vous aimez, vous cite j'adore, le mot ingrédient, la recette, pour vous citer, dans ce chaudron bouillonnant-là, la violence. On va en parler pour finir notre entretien sur ce terme-là. Je vous lis un passage de votre livre, page 49, du coup, qui parle de la violence, ferment de la cuisson. Quelques jours, là, vous citez une personne, Emin K, né en 59, qui dit « Quelques jours après les premiers exercices de tir, je me suis trouvé de garde devant le dortoir avec mon arme à la main. Je n'oublierai jamais mon émotion, ma joie, dit-il. » Et vous dites « La production des sujets se manifeste visiblement quand les Mehmetçik, une façon de décrire un peu affectueusement les soldats de l'armée turque ou ottomane, commencent à garder avec leurs propres armes, du coup, le fait de garder. L'armée turque forme ainsi les hommes pour qu'ils aient la capacité de contrôler, surveiller et tuer. Durant cette formation, ils apprennent collectivement à maîtriser leurs armes, à tuer de manière plus efficace, plus rapide. Ce savoir-faire est souvent très associé au savoir-faire sexuel, vous écrivez, et l'arme à la femme qu'on doit posséder, protéger soigneusement. Et vous recitez encore cette personne, l'arme c'est comme ta deuxième femme, dit-il, et vous d'analyser le pouvoir de l'utiliser renvoie au phallus et à l'honneur masculin. Alors quel rôle donnez-vous à la violence, vous, dans tout ça, dans ce processus que vous décrivez ici de domination? Et j'ai envie de terminer ma question avec domination, mais l'homme dominé par la violence qui ensuite domine la femme. C'est un peu comme ça que vous voyez, j'imagine, les choses, à moins que je me trompe dans la lecture de votre travail, mais quel rôle vous donnez à cette violence-là, qui domine finalement toute la société? Oui, donc dans le patriarcat, les hommes ne sont pas homogènes. Et déjà dans le patriarcat, il y a les hiérarchies entre les hommes. Donc les hommes apprennent à devenir le sujet de ce système de domination et de participer à la classe de ces sexes dominants, d'abord en apprenant la soumission et après en s'adaptant à ces façons de faire, ils essaient de trouver leur place. Et donc ça, il faut le voir comme ça. Mais ils ne sont pas dominés comme une femme, et parce qu'ils sont acceptés déjà comme un homme, et on leur dit, si tu fais ces manières, tu peux avoir une place. Mais ce n'est pas le cas pour les femmes, c'est différent pour les femmes. Donc elles vont rester toujours femmes. Donc il y a deux groupes sociaux distincts. Bien sûr. Et il y a une violence. Où est la violence? Je crois que la violence est partout. Et la violence est entrée dans la sexualité, est entrée dans les conceptions, est entrée même dans leur
dans leur relation avec leur organe, dans leur conception de l'organe, comment ils parlent de leur organe dans les discours, dans les insultes, etc. Donc les violences est partout, je pense. Donc c'est pas que la violence physique ou d'autres choses. Et pour moi, la domination, c'est que la structuration de la violence, l'acceptation de cette violence par deux parties. Donc, que ça devient systémique. Et c'est pas facile de s'en sortir aussi. Mais voilà, je veux dire que sans voir, on peut expliquer pourquoi il y a cette guerre par rapport aux géostratégies, etc. Mais on ne peut pas expliquer comment ces gens se mobilisent et quelle forme prennent ces actions, etc. Si on c'est voit pas, si on voit pas le sexisme et le rôle des hommes, par exemple, on a vu ce matin dans la télévision comment les soldats azerbaïdjanais, comment on traite la population arménienne. Donc c'est en général les hommes qui font ça. Et donc pour comprendre, donc vous pouvez expliquer tous les liens économiques, etc. de l'Azerbaïdjan, mais comment ces hommes arrivent à faire ça, il faut creuser un peu plus. Ce que j'essaie de faire. Bien sûr, dans un livre qui n'est pas si turco-centré que ça. Au contraire, vous allez jusqu'à dénoncer les conditions de travail dans les entrepôts Amazon, par exemple, pour nommer, je crois, le système économique néolibéral désormais mondialisé. Vous vous intéressez aussi aux minorités opprimées depuis le départ, en fait, aux marginaux, aux migrants, aux écologistes, aux LGBTQI+, etc. Vraiment, très rapidement, certains pourraient vous dire, vous mélangez tout. J'essaie de ne pas mélanger, mais pour moi, voir cette multidimensionnalité, c'est très important. Et pourquoi ? En général, parce que tout est interdépendant. Et quand on ne voit pas, par exemple, le sexisme dans la construction de la nation, on ne peut pas vraiment aborder. Et on ne peut pas comprendre comment le pouvoir politique s'appuie sur le pouvoir social. Comment c'est possible. Donc j'essaie de vous montrer les multidimensionnalités, mais donc j'ai écrit un livre, vous avez vu, très court. Ah oui, c'est vrai, 100 pages. Oui, et donc j'ai essayé de juste ouvrir des pistes et de ne pas répondre à toutes les questions. Donc j'ai essayé de poser des questions. Des pistes de réflexion. Des pistes de réflexion. Et quand même avec de la réflexion. Et ma dernière question, c'est celle-ci. Sans vouloir spoiler la fin de votre ouvrage, vous reconnaissez encore une fois là les raisons qui font que, et là je cite Raquel Dink, que vous citez aussi dans votre ouvrage, qui font que les ténèbres font d'un bébé un assassin, sont multiples ces raisons. On l'entend encore une fois, que le mal est enraciné et vous le sous-entendez peut-être, c'est comme ça que je l'ai lu, qu'il faudra de la radicalité pour en venir à bout et pas juste un petit pansement comme ça. Est-ce que je vous ai bien compris quand je parle de radicalité ? Quel est le sous-texte en fait ? Vous avez très bien compris, parce que c'est la première fois que je finis un livre comme ça. En général, je parle des choses mauvaises, etc. Et à la fin, j'ai dit, mais on va arriver, etc. C'est toujours mon style, c'est ça. Ouais. Et c'est la première fois que je finis, car le mal enraciné n'est pas un rhume, on ne peut pas le soigner avec un peu de miel et de citron. Je ne peux pas dire que ça, c'est pessimiste. Mais je propose vraiment un travail plus radical. Oui, une lutte plus radicale. Mais la radicalité, ça ne veut pas dire comment on comprend l'extrême, etc. C'est pas la violence. Pas la violence. Et quand on dit extrême, c'est que les feuilles. On coupe les feuilles. Mais quand on dit le radical, tu vois vers la racine. Donc, quelquefois, il faut être souple, il faut s'arrêter, il faut travailler, il faut être lent, mais il faut persévérer. Donc, moi, je pense que la racine, il n'y a pas une seule racine comme ça. Il y a plusieurs fibres de racines. Donc, moi, je veux bien... où on ne va pas continuer à vivre dans ce monde j'allais dire de merde, où vraiment on va changer les choses un peu plus vraies, un peu plus concrètes. Merci beaucoup à vous, Pinar Salek, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
aux médias, avec grand plaisir. Je rappelle la sortie de votre prochain ouvrage qui est juste ici, que je tiens dans la main, que je vous conseille, Le chaudron militaire turc, un exemple de production de la violence masculine aux éditions des femmes, Antoinette Fouque, disponible dans toutes les librairies, les bonnes librairies, à partir du 5 octobre prochain. Merci beaucoup, Pinar, et à bientôt. À bientôt. Quant à vous, chez vous, merci d'avoir suivi cet entretien d'actu, ce nouveau entretien d'actu. Si vous l'avez apprécié, partagez cette vidéo comme d'habitude et aussi abonnez-vous aux médias. Aussi, vous le savez, dans le cadre de notre arrivée sur le petit écran, et puisque vous êtes les seuls à financer nos programmes, libres et indépendants, rendez-vous sur le KissKissBankBank avec le lien dans le petit i sur YouTube ici pour nous aider à atteindre nos objectifs et permettre enfin, dans le paysage audiovisuel français, de faire naître une chaîne d'information populaire et indépendante. Merci pour cela, merci aussi pour votre fidélité et votre confiance. À très bientôt.